Une nuit sombre, devant un salon de coiffure éteint, une femme attend un taxi. Soudain, elle aperçoit un homme surgir précipitamment du salon, l'air paniqué. Leurs regards se croisent une fraction de seconde, et il prend la fuite. Intriguée, elle contacte immédiatement la police. Ce qui semblait être un simple cambriolage se transforme rapidement en une scène de crime glaçante. La propriétaire du salon a été assassinée. Qui était cet homme? Était-il le meurtrier ou un simple témoin? Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est que malgré une enquête minutieuse, l'identité du coupable restera un mystère, jusqu'à une révélation inattendue 11 ans plus tard. Accrochez-vous, car ce qui va suivre est une histoire vraie aussi fascinante qu'effrayante. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre mystérieux, celui d'une jeune femme belle et ambitieuse, coiffeuse de profession. Cette affaire est restée non résolue pendant 11 ans avant que la vérité n'éclate enfin. Cette histoire se déroule en Californie, aux États-Unis. La victime était une jeune femme de 27 ans, propriétaire d'un salon de coiffure pour hommes et femmes. Mère de 2 enfants, elle avait divorcé après 9 ans de mariage. Malgré la séparation, elle entretenait une bonne relation avec son ex-mari, qui s'occupait des enfants lorsqu'elle était au travail. Chaque soir, après avoir terminé sa journée au salon, elle venait récupérer ses enfants pour les ramener chez elle. Il n'y avait aucun conflit entre eux concernant la garde des enfants. D'ailleurs, elle lui permettait de les voir à tout moment, et pas seulement pendant les week-ends, comme l'avait statué le juge. Un soir, une femme attendait un taxi près du salon de coiffure, qui était déjà fermé à cause de l'heure tardive. Elle a aperçu alors un homme sortir précipitamment du salon. Lorsqu'il la remarqua, il prit peur et s'enfuit immédiatement, ce qui l'incita à appeler la police. Les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux pensant d'abord enquêter sur un cambriolage. Mais à leur grande surprise, ils ont découvert une scène bien plus macabre. La propriétaire du salon avait été assassinée. Son corps a été retrouvé sans vie étranglé à proximité du chauffe-eau du salon. Les enquêteurs ont interrogé immédiatement la femme qui avait aperçu l'homme s'enfuir. Grâce à sa description, la police établit un portrait robot du suspect. Lors de l'analyse de la scène de crime, les experts ont relevé plusieurs empreintes digitales, notamment sur des endroits peu accessibles aux clients, comme le chauffe-eau, situé près du corps de la victime. Ces empreintes étaient parfaitement visibles, ce qui poussa les enquêteurs à se concentrer sur cet élément. Les résultats des analyses sont formels. Les empreintes appartenaient à l'ex-mari de la victime. Immédiatement convoqué par la police, celui-ci est interrogé sur leur présence. Il a expliqué alors qu'il avait installé le chauffe-eau lorsqu'elle l'avait acheté, ce que confirma la mère de la victime, présente au moment de l'installation. Les policiers lui ont demandé également où il se trouvait la nuit du meurtre. Il a affirmé être resté chez lui, attendant comme d'habitude que son ex-femme vienne récupérer les enfants. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas cherché à la joindre après son retard inhabituel, il a expliqué qu'il lui arrivait parfois de finir tard lorsque le salon était bondé. Cependant, inquiet, il avait quand même tenté de l'appeler, mais sans réponse. Les enquêteurs ont vérifié l'historique des appels de la victime et constaté que l'ex-mari l'avait bien appelé cette nuit-là. De plus, leurs 2 enfants, une fille de 8 ans et un garçon de 6 ans, ont affirmé que leur père n'avait pas quitté la maison cette nuit-là. Mais l'élément qui a levé définitivement les soupçons pesant sur lui était la description physique du suspect fournie par la témoin. L'homme aperçu n'était pas corpulent, alors que l'ex-mari de la victime était un homme en surpoids. Il a été donc écarté de la liste des suspects. L'autopsie a révélé un autre élément crucial. La victime avait été agressée sexuellement avant d'être tuée. Étrangement, aucun vol ne semblait avoir eu lieu. Tout était en place, y compris la caisse du salon encore remplie d'argent. Cela signifiait que le crime n'avait pas été motivé par le vol, mais bien par une agression sexuelle ayant conduit à un meurtre. Les experts ont prélevé un échantillon d'ADN du violeur et effectué un test sur l'ex-mari pour confirmer son innocence. Son ADN ne correspondait pas à celui du criminel, ce qui a prouvé une fois de plus qu'il n'était pas impliqué. Malheureusement, lorsque les enquêteurs ont comparé l'ADN du tueur à la base de données criminelle, ils n'ont trouvé aucune correspondance. Cela signifiait que le meurtrier n'avait aucun antécédent judiciaire et qu'il restait pour l'instant introuvable. La nouvelle du meurtre de la victime s'est rapidement propagée dans la presse. Tout le monde a appris que la jeune coiffeuse avait été assassinée. La police a reçu un appel de l'administration pénitentiaire. Un détenu affirmait détenir des informations susceptibles d'aider à résoudre l'affaire en échange d'une réduction de sa peine. Selon ses déclarations, son compagnon de cellule parlait souvent de la victime, la décrivant comme une femme magnifique qui lui plaisait énormément. Il racontait qu'il se rendait fréquemment dans son salon de coiffure, tentant de se rapprocher d'elle. Ce détenu était en prison pour une affaire de viol. Convaincu qu'il pouvait être l'auteur du crime, l'informateur a décidé de le dénoncer à la police pour obtenir une remise de peine. Les enquêteurs ont vérifié les antécédents de ce suspect et ont découvert qu'il était en liberté la nuit du meurtre.
Il est devenu alors le principal suspect. Pour en avoir le cœur net, ils ont fait appel au témoin qui avait aperçu le meurtrier s'enfuir du salon. À la vue du suspect, elle a affirmé qu'il était bien l'homme qu'elle avait vu cette nuit-là. Pour la police, l'affaire semblait résolue après 3 mois d'enquête. Cependant, pour en être sûr, ils ont soumis le suspect à un test ADN, afin de comparer son empreinte génétique à celle retrouvée sur le corps de la victime. Les analyses ont pris du temps, et après une longue attente, le verdict est tombé. Son ADN ne correspondait pas à celui du véritable meurtrier. L'homme a été donc innocenté, et la police s'est retrouvée une fois de plus dans l'impasse. 5 mois se sont écoulés sans avancée notable dans l'affaire. Puis un jour, un homme se présenta aux enquêteurs et leur parla d'un détail troublant. Il a raconté qu'il avait vu une voiture stationnée près du salon de coiffure le soir du crime. Ce véhicule était seul sur le parking. Un fait étrange, puisque ce parking appartenait à une entreprise qui avait fermé ses portes depuis quelque temps et qui, par conséquent, était toujours vide. La police a cherché à identifier cette voiture en consultant les registres des compagnies d'assurance afin de retrouver des véhicules de même marque et couleur dans la ville, mais cette piste n'a rien donné. Pire encore, les habitants du quartier ont refusé de coopérer, arguant que la police n'avait pas le droit de fouiller une voiture, sans preuve directe. Les enquêteurs se retrouvèrent de nouveau bloqués, jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel anonyme. Au bout du fil, un individu leur affirma connaître l'identité du meurtrier et leur fournit des informations précises pour l'arrêter. Cependant, il refusa catégoriquement de révéler son identité. Grâce aux renseignements fournis, la police émit un mandat de recherche contre un jeune homme de 18 ans. En poursuivant leurs investigations, ils ont découvert que la mère du suspect possédait une voiture du même modèle et de la même couleur que celle aperçue sur le parking la nuit du crime. Mais un problème de taille subsistait. La police ne pouvait pas contraindre le suspect à un test ADN, sans preuve formelle ou accusation directe. Si le témoin anonyme avait accepté de dévoiler son identité, les enquêteurs auraient pu procéder à une arrestation et obtenir l'autorisation judiciaire nécessaire. Mais en l'absence d'un témoignage officiel, la Cour a refusé d'accepter la déclaration de cet informateur inconnu. Les policiers ont tenté alors une autre approche, et ont demandé à la témoin qui avait vu le meurtrier s'enfuir de comparer la photo du jeune homme avec le visage de l'homme qu'elle avait aperçu cette nuit-là. Mais, contre toute attente, elle a refusé d'apporter son aide. La raison de son refus est que lorsqu'elle avait identifié le premier suspect, l'ancien détenu dénoncé par son compagnon de cellule, celui-ci s'était avéré innocent après le test ADN. Devant le tribunal, le juge l'avait sévèrement réprimandée, affirmant qu'elle aurait dû être certaine avant de témoigner. Pire encore, elle avait été condamnée à une amende de 3 000 $ pour faux témoignage et entrave à l'enquête. Face à cette situation, elle a décidé de ne plus jamais témoigner, de peur de revivre la même mésaventure. Faute de témoins et de preuves, l'affaire a été classée, après une année complète d'investigation, sans identifier le meurtrier. 10 ans plus tard, soit 11 ans après le crime, la fille de la victime désormais âgée de 19 ans, se rendit chez un mécanicien pour faire réparer sa voiture. Tout comme sa mère, elle était d'une grande beauté. Les mécaniciens présents dans l'atelier étaient tous charmés par son apparence, et ont commencé à discuter entre eux pour savoir qui aurait l'honneur de s'occuper de sa voiture. C'est alors que le propriétaire du garage intervient et leur dit « C'est incroyable, cette jeune fille est aussi belle que sa mère, celle qui a été assassinée il y a plus de 10 ans. » Curieux, les employés lui demandèrent s'il connaissait la défunte, et il leur révéla qu'elle était la fille de la célèbre coiffeuse assassinée 11 ans plus tôt. L'un des mécaniciens qui écoutait cette conversation n'était autre que le témoin anonyme qui, 10 ans auparavant, avait contacté la police pour dénoncer le meurtrier. Cependant, à l'époque, le juge avait rejeté son témoignage en raison de son anonymat, et la police n'avait pas pu obtenir l'autorisation nécessaire pour soumettre le suspect, alors âgé de 18 ans, à un test ADN. Lorsque cet homme vit la fille de la victime, son cœur se serra. Pris de remords, il décida d'appeler la police une seconde fois pour dénoncer le coupable. Mais une fois de plus, il refusa de révéler son identité. Les enquêteurs lui ont rappelé que sans témoin identifié, le juge ne pourrait pas accepter son témoignage. Après réflexion, et sous l'effet des remords, il a réalisé que le meurtrier vivait librement depuis tout ce temps, tandis que la victime était morte depuis plus d'une décennie. Il a pris alors une décision. Cette fois, il dévoilera son identité. Avant de se rendre à la police, il a posé néanmoins une question cruciale. Si je témoigne aujourd'hui, le juge pourra-t-il m'accuser d'avoir couvert un crime ? Mais les policiers l'ont rassuré que son témoignage ne lui portera pas préjudice. Finalement, il se rendit au commissariat, déclina son identité et raconta tout ce qu'il savait. Selon ses déclarations, la nuit du crime, il était sorti de l'université avec son ami, le même jeune homme qu'il avait dénoncé 10 ans auparavant. Son ami le déposait toujours chez lui, avec la voiture de sa mère. Ce soir-là, il lui confia qu'il comptait passer voir la coiffeuse dont il était amoureux.
Il attendrait qu'elle termine son service pour l'inviter à dîner. Le lendemain matin, en allumant les informations, il a appris qu'on avait retrouvé la coiffeuse assassinée dans son salon. Il a pensé à son ami qui lui avait dit la veille qu'il irait la voir. Lorsqu'il l'interrogea, ce dernier avoua sans détour. « Je ne comptais pas la tuer. Je voulais juste lui proposer un rendez-vous, mais elle m'a rejeté. J'ai perdu le contrôle. Je l'ai violée et étranglée. » Il lui ordonna ensuite de garder le silence, menaçant de lui faire subir le même sort s'il parlait. Toutefois, en voyant la fille de la victime, le poids du secret devint insoutenable. Il décida de briser son silence et de livrer enfin la vérité. Grâce à son témoignage, le juge a autorisé les forces de l'ordre à soumettre le suspect à un test ADN. Les résultats ont confirmé que son ADN correspondait parfaitement à celui retrouvé sur le corps de la victime. Lors du procès, l'accusé a clamé son innocence jusqu'au bout, mais face aux preuves irréfutables, le juge le condamna à la réclusion à perpétuité. Ainsi, 11 ans après le crime, le meurtrier a été enfin arrêté, grâce à un pur hasard. Car si la fille de la victime n'avait pas conduit sa voiture dans cet atelier ce jour-là, et si le témoin n'avait pas ravivé sa mémoire, cette affaire serait restée irrésolue à jamais. C'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de nous soutenir en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire flippante.